bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va essayer d'être le plus clair possible dans ce qu'on va vous dire. En tout cas, on va le dire dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour vous le dire, ils ont souhaité venir le dire eux-mêmes. François Payette, ATR, FNO, bonsoir. Bonsoir. Armand Gunet, Réagissons, bonsoir. Catherine Hellary, donc également citoyen, alors co-citoyen de RIP. Référendum d'initiative partagée pour les aéroports de Paris. Également avec lui, je crois que c'est André Guichard, oui, pareil. Merci beaucoup. D'accord. Et puis Jean-Paul Panchou qui est avec François Payette, donc dans ATR. Bonsoir également à lui. Bonsoir. Alors messieurs, il y a une chose que je voulais vous demander. Pourquoi vous avez besoin de vous exprimer ? Alors voilà, nous sommes 3 associations et nous souhaitions, donc ATF Note bien sûr, Réagissons avec Armand Gunet et ADPRIP avec Madame Hellary et Monsieur Dédé Guichard, nous souhaitions appeler la population réunionnaise à participer à un grand débat national pour demander que soit organisé par le ministère de l'Intérieur un référendum sur le futur statut des aéroports de Paris. Et ça nous intéresse au plus haut point, puisque tous les Réunionnais atterrissent en France à Roissy et à Orly. Donc voilà le débat engagé. Je vous propose d'entendre dans un premier temps Madame Hellary, qui va nous expliquer donc le contexte général de cette affaire. Écoutez, voilà, la loi Pacte, qui a été votée en avril 2019, organise une vague de privatisation d'entreprises publiques qui ont cette particularité, c'est qu'elles sont quand même assez rentables, c'est-à-dire qu'elles ramènent à l'État des bénéfices conséquents qui se retrouvent dans nos caisses à nous. Donc la Française des Jeux et les fameux ADP. ADP, c'est quoi ? C'est les aéroports de Paris, 14 aérodromes en tout, dont les 3 principaux, bien sûr, Charles de Gaulle, Orly et le Bourget. 4,5 milliards de chiffre d'affaires par an. Juste préciser que c'est Charles de Gaulle Roissy, c'est ça ? Oui. Voilà, je voulais le dire parce que les gens entendent toujours Roissy ou Orly. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pour ça que Charles de Gaulle, Roissy, Orly et le Bourget, bien sûr. 4,5 milliards de chiffre d'affaires. L'année dernière, 185 millions d'euros sont rentrés dans nos caisses, dans les caisses d'État, en termes de recettes fiscales. C'est aussi 6 700 hectares de foncier, dont 1 300 qui vont être constructibles. Ça représente 2/3 du territoire parisien. Donc, avec des plus-values à venir assez importantes. Donc, on peut se demander, mais pourquoi on vend ces aéroports-là ? En plus, c'est quand même une entreprise qui est quand même un petit peu, si vous voulez, c'est pas l'entreprise ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux économiques, je vous en ai parlé, des enjeux écologiques, c'est-à-dire on régule ou pas le trafic aérien. Est-ce que les entreprises privées vont vouloir réguler un trafic qui va leur apporter de l'argent ? Le foncier, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait que de la construction, un enjeu touristique et enfin, c'est un véritable service public. Or, dernière Si, je vais juste dire à votre question, pourquoi veulent-ils privatiser ? Oui. Alors, peut-être 82, lorsque François Mitterrand est arrivé, il a été dit que lorsqu'une entreprise marche bien, le service public marche bien, il faut la privatiser. Vous n'êtes pas d'accord ? Ah non, absolument pas. D'accord. Parce que nous n'en sommes pas quand même encore au point de vendre nos bijoux de famille, comme on peut dire, pour régler la dette publique. Et s'il y a dette publique, c'est parce qu'on a des actifs. Et ces actifs, on a intérêt à les maintenir, surtout quand ils sont très rentables. Donc, dernière précision, ADP, c'est donc un caractère de service public, c'est une entreprise rentable, et c'est nous qui l'avons financé. Quand je dis nous, c'est tous les citoyens, y compris les plus modestes.
par la TVA. La TVA, c'est un impôt sur la consommation qui frappe tout le monde. Et donc, par cet impôt, nous avons financé ces infrastructures. Donc, il faudrait peut-être nous consulter comme si on avait une maison qui était très rentable et qu'un des fils dise « on n'a qu'à la vendre, puis on verra après ». Mais attendez, on est tous propriétaires, donc on demande à l'État de nous consulter par voie de référendum et nous demander notre avis puisque nous sommes propriétaires. Voilà, merci. André Guichard. Le fait, tout ça c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut signer maintenant. C'est bien beau. Il faut quoi ? Il faut arriver à signer. Signer quoi ? Voilà, le référendum. Sur le site, voilà, on va le mettre là, ici. On peut voir là, je sais pas comment. Non, donnez ici, je vais montrer. Ah voilà. Alors, donc ça c'est ce que vous montrez. Donc, alors, on va le mettre après sur Internet Oui. pour que les gens voient. Donc, ça, c'est le site sur lequel les gens peuvent signer le document. C'est le seul site pétition. qui, lui, est gouvernemental. D'accord. Et donc, qui commence par référendum intérieur.gouv.fr. Ce qu'il y a, c'est... Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller et ça a été très, très, très difficile pour moi le premier jour. J'ai pris plus d'1h30 et je me suis dit, il y a un problème, mais comment faire ? Parce que ici à La Réunion, beaucoup de gens ont Internet, ne serait-ce qu'avec un truc comme ça, et qu'en fait, beaucoup de gens aussi n'ont pas Internet. Et moi, j'ai pensé surtout à ceux qui n'en avaient pas. Et je me dis, il faut absolument que, d'abord, comment trouver la manière. Bon, il y a beaucoup de, comment on dit ça, pour pouvoir savoir comment utiliser. Bon. André Guichard, aujourd'hui, Outsoussiaou, c'est mobiliser la population pour qu'on signe cette pétition. Bien sûr. Et je vais dépasser un peu même pour comment signer. C'est que moi j'ai pas l'étincelle, j'ai pas le flash qui permet à tout un chacun de dire attends, il faut y aller. Par contre, attendez, si demain matin il y a plus d'aéroport de Paris de manière publique, La Réunion depuis 2 ans on est sur la sellette pour que ça soit privatisé. Eh bien, quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de continuité territoriale. C'est-à-dire que moi j'ai pensé, je sais pas si dans la loi, mais moi je vois les effets, comment ça va se passer. 300 €, l'année dernière, il y a eu 140 000 quand même voyageurs de petites conditions ou de bonnes conditions qui ont bénéficié de ces 300 €. Ça fait 54 milliards. En plus, les Corses, ils ont... Millions. Hein ? Millions. 54 millions. Ah oui, j'ai dit milliards, pardon. Non, les chiffres là... Non, parce que l'inflation... Oui, bien sûr, non. C'est C'est 54 millions, puisque ici, la région a malheureusement un problème avec... En fait, c'est 140 000 personnes. 140 000 personnes à 300 €. Ça fait 52 millions. Ouais, d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas là pour dire un chiffre exact. Non, mais c'est de l'argent d'État, on va essayer de ne pas le gaspiller. D'accord. Oui, mais là, justement, il est gaspillé drôlement. Il faut apprendre, dès que vous connaissez quelqu'un qui sait au moins manier un ordinateur, allez-y, parce que souvent, même sur les tablettes ou sur les iPhones ou bien les smartphones, ça marche pas très bien. Et quand on est découragé une fois, on n'a plus envie de revenir. D'accord. Inscrivons-nous, s'il vous plaît. Mettre la main ensemble pour inscrire à nous un coup, mettre La Réunion en l'air, parce que peut-être qu'on sera le premier département à atteindre les 10% si on s'y met maintenant. D'accord. Jean-Paul Banchou, la position de l'ATR ? La position de l'ATR, c'est qu'on s'est toujours débattu là-dessus. Alors, c'était à qui Armand Gunet me regarde avec de gros yeux. Donc, je vais voir ça. Je m'excuse, monsieur Gunet. Allez-y. Bon, je dois prendre la parole le plus tôt possible, parce que si ça déborde un peu, excusez-moi, j'ai un rendez-vous médical et je ne vais pas rester très longtemps. Voilà. Donc, il y a quelques jours, je regardais la télévision le soir, et j'ai vu Madame Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole de l'Élysée, claironner que l'État n'allait en aucun cas faire la promotion de cette demande de référendum. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que l'organisation du référendum relève de l'État et la promotion relève des citoyens. Alors, selon l'article 11 de la Constitution, est-ce que la population peut demander la mise en place d'un référendum ? Est-ce que la population peut demander ou pas ? Non. Alors, dans ce cas, c'est l'État qui décide. Ça, c'est François Palais qui devait... D'accord, ok. Qui devait donner cette réponse. D'accord. Voilà, moi je ne dois pas dire grand-chose, mais chacun se partage un petit peu les choses à dire. Moi, donc, je constate que c'est
l'État qui a la prérogative de l'organisation du référendum et que ce sont les citoyens qui doivent en assurer la promotion. Malheureusement, les citoyens n'ont pas les moyens financiers ou techniques de l'État. Voilà. Donc, mais on se rend compte pourquoi l'État procède ainsi. Parce que l'État souhaite, lui, privatiser les aéroports de Paris. Donc, il va pas donner les moyens techniques à la population pour contester ce projet. Voilà. Mais je pense que nous avons de bonnes raisons d'espérer d'avoir les signatures suffisantes pour organiser le référendum, puis ensuite pour que ce référendum dise non au projet de privatisation des aéroports de Paris. Alors je voudrais citer une date, le 27 avril 1969. C'était un référendum organisé en France pour la régionalisation et la réforme du Sénat. La participation était extrêmement forte, proche des dictatures. 80% de participants, c'est extraordinaire. Et sur les 80%, il y a eu 55% de non et 45% de oui. Le lendemain matin, le général de Gaulle a démissionné. Donc il a avalisé la décision des citoyens. Il avait annoncé avant que si le référendum n'était pas en sa faveur, il quitterait ses fonctions de président de la République. Comme c'était un homme d'honneur, il a procédé ainsi. Donc nous avons de bonnes raisons d'espérer et il nous faut nous mobiliser. Des téléspectateurs pourraient nous dire, mais écoutez, il y a eu des précédents dans la Ve République et les citoyens ont exprimé une opinion et l'État n'en a pas tenu compte. Donc peut-être que cette fois-ci, il pourrait en être de même. En théorie, effectivement, mais il faut se dire que vu l'approche d'échéances électorales importantes, les municipales et la présidentielle, ça serait se tirer une balle dans le pied de la part du gouvernement de rejeter le non massif de citoyens. Donc c'est pour ça que nous appelons les citoyens à participer soit via leur ordinateur, soit dans des mairies, les mairies dédiées, peuvent recevoir les citoyens pour les aider à exprimer cette demande de réalisation du référendum d'initiative partagée. Il faudrait combien de signatures sur cette pétition ? 4 700 000. 4 700 000. Donc, ceux qui sont pour, enfin ceux qui sont contre surtout, parce que je pense que le référendum, c'est surtout pour que ce projet sur les aéroports de Paris ne se fasse pas. Ceux qui sont contre, donc, c'est d'aller donc signer cette pétition. Mais même ceux qui sont pour, moi je trouve que si on est démocratique, on doit consulter l'ensemble des Français. Et sur les marchés, quand je fais signer, la personne me dit « mais moi je suis pour la privatisation », je leur dis « mais soutenez pour au moins que le référendum soit organisé ». C'est ça la démocratie, nous consulter. Donnez donc la voix à la population, au peuple, aux citoyens français, pour savoir quelle est leur position concernant ce projet sur les aéroports de Paris. Alors, Jean-Paul Panchou, je vous renvoie là-bas cette fois-ci, et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Non, pas du tout. Bonsoir. Donc, en fait, il n'y a pas eu seulement le référendum de 69, il y a eu aussi celui de 2005. Donc 2005 où on va rappeler donc c'était sur la Constitution européenne où c'était prévu aussi dedans donc contre toute forme de privatisation aussi au sein bien même au sein de l'État français. On rappellera quand même que 2 ans après donc en fait il y a eu 55% aussi de vote de non au référendum donc justement en 2005. Mais nous voyons là, et Armand a raison de dire, et la TF-Note, on se positionne sur le pouvoir de l'État. L'État a un pouvoir. Et l'État, en fin de compte, joue avec le peuple parce que il s'assoit sur le pouvoir, quoi, en même temps, ok ? Et il décide pour la population. Toute forme de privatisation, quel que soit le service public, a un coût, mais un coût qui sera excessif pour le contribuable. Aussi. Et oui, sera excessif pour le contribuable. De toute façon, donc, quand on Jean-Paul, juste pour rappeler, pour ceux qui veulent savoir, rappelez les privatisations de Mitterrand. Et c'est vrai que là, vous avez des exemples de coûts et parfois excessifs. Totalement, toute forme de privatisation. Et d'ailleurs, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient à la fois, et encore plus, gauche ou droite, mais encore plus. Et je suis moi-même, pouvoir être honnête avec vous, de dire que la gauche a privatisé plus. Et ça, c'est quand même dramatique, ok ? Je voudrais Je veux juste dire simplement que
pour terminer, c'est que toute forme de privatisation, et ce que les gens ne se rendent pas compte, à La Réunion, ils seront pleinement impactés sur les billets d'avion. On parle aujourd'hui de baisse quand le président est venu à La Réunion, on a parlé des problèmes, la problématique des billets d'avion, ok? Mais avec la privatisation qu'a énoncé tout à l'heure les camarades, avec la privatisation, automatiquement, le système politique libéral et capitaliste, eh bien, les compagnies vont devoir retirer ça ou dans la poche des contribuables, encore une fois. Et c'est pas normal que ce soit les contribuables qui paient pour l'État. Alors juste avant de passer la parole à François, j'ai fait une bêtise, c'est pas François Mitterrand, c'est la droite qui a privatisé et c'est François Mitterrand qui a nationalisé. Et dans les deux cas, ça a eu un coût. Je voudrais rappeler que si on en est aujourd'hui à appeler la population à participer à cette pétition, c'est parce que au mois de mai-juin de l'année 2019, les sénateurs n'ont pas voulu, aussi bien de droite que de gauche, n'ont pas voulu se prononcer sur le projet de loi dans son volet relatif à la privatisation d'ADP. Et donc, ce refus de se prononcer sur l'avis déjà donné par le Parlement, donc qui est majoritairement pour ce projet de loi du gouvernement de M. Macron, eh bien, ce Sénat a engagé de fait la procédure de référendum d'initiative partagée. Et donc qui est une procédure qui doit se terminer. Là, il faut absolument réunir les 4,7 millions d'électeurs au niveau national. Il faut les réunir jusqu'en mars 2020. Le 15 ou 12 mars 2020. Et donc, j'insiste là-dessus, ce sont environ 200 parlementaires de droite comme de gauche, d'accord, qui ont appelé à faire ce référendum. Donc il ne s'agit pas de faire une campagne électorale politique pour la gauche ou pour la droite, il s'agit, pour nous à La Réunion, de savoir si demain le statut des aéroports de Paris entraînera ou non une diminution du service public que nous attendons, puisque nous dépendons entièrement de ces aéroports. On atterrit là-bas. Et si le prix du billet d'avion va augmenter consécutivement. On a vu que la privatisation, et là, tout le monde pourra en parler, la privatisation de l'aéroport de Toulouse a conduit à un fiasco reconnu par la Chambre régionale des comptes, la Cour régionale des comptes, la Cour nationale des comptes même. Et la Cour de cassation a rétabli, si vous voulez, la privatisation que la Cour d'appel de Bordeaux avait voulu casser. Il se trouve que, à Toulouse, les actionnaires privés qui ont pris le contrôle de l'aéroport de Toulouse, qui avaient acheté les parts de l'État à environ 300 millions d'euros, ces actionnaires ont eu pour seule préoccupation, non pas le service public, mais ils ont eu pour préoccupation de partager les réserves financières de l'aéroport de Toulouse en dividendes entre les actionnaires. La grosse question aujourd'hui, c'est quelle est l'attitude de ces actionnaires étrangers qui ont pris le contrôle de Toulouse et qui, demain, envisagent de revendre, cette fois-ci, pour 500 millions, leur part majoritaire de l'aéroport de Toulouse. Au passage, notons que notre président, M. Macron, était à l'époque ministre de l'économie, et c'est lui qui est à l'origine de cette privatisation dans laquelle, curieusement, alors que l'État, que les actionnaires possédaient, les actionnaires privés ne possédaient en question que en gros 50% des actions, au conseil de surveillance de l'aéroport de Toulouse, ces actionnaires avaient 6 voix sur 8 pour orienter la direction de l'aéroport de Toulouse. Ça veut dire concrètement que si demain, les aéroports de Paris sont privatisés, ils perdront leur mission de service public dont nous dépendons, dont nous avons besoin. Et comme M. Panchou le disait tout à l'heure, il y a déjà une menace qui pèse sur la fameuse continuité territoriale qui, pour nous, est une aide sociale fondamentale à La Réunion. Nous en avons besoin, que ce soit l'État ou que ce soit la région. Pour l'heure, nous avons besoin à La Réunion d'une aide sociale pour les gens qui n'en ont pas, de besoin, de moyens.
la population réunionnaise est éclatée aujourd'hui. On a encouragé nos enfants à partir en Europe, un peu partout dans le monde. C'est bien, mais en attendant, il faut les réunir quand ils en ont besoin. Donc là, les billets d'avion étant effectivement assez chers, nous avons besoin de cette aide. Or, pour l'instant, le gouvernement demande, d'accord, une remise en question, comme la Cour régionale des... Rapidement. Oui, je voudrais rajouter simplement pourquoi les compagnies aériennes ainsi que les syndicats des pilotes redoutent-ils cette privatisation ? D'accord. De toute façon, ce que je vous propose, c'est qu'on refera une émission avec vous. Quand vous penserez que c'est nécessaire, vous m'appelez, je vous recevrai. Et à ce moment-là, on prendra un peu plus de temps pour voir tous les oui, il y en avait des choses à dire. Pervers. Non, on prendra le temps pour voir tous les effets négatifs de cette privatisation. D'accord ? Parce que là, on a parlé du référendum et on reste sur les référendums. D'accord ? Merci à vous. Oui. Rapidement. Il faut signer. Il faut que dans la tête d'un Réunionnais, tous les Réunionnais doivent se dire on a un gros problème et les problèmes, c'est pas l'avion, c'est déjà le terrain où arrive l'avion et qui s'allait dedans. C'est nous. Donc nous, si on fait pas quelque chose pour que justement tout ça puisse être au moins conservé dans le service public, alors là, on aura gagné. Alors, ce que je vous propose, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous revenez la semaine prochaine, on prendra le temps de voir tous les effets pervers de cette privatisation. Merci, pour monsieur la Réunion. D'accord ? Merci à vous. Plutôt à lundi, c'est pas possible, c'est que tous les mardis. Ce sera le lundi. Ah, tant mieux. Ce sera lundi. Ouf. La question est simple. Vous êtes d'accord ? On est d'accord là-dessus. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on va regarder ce qui s'est passé à La Saline le week-end. C'est-à-dire, c'était le 11 novembre. Donc, il y a eu un hommage aux Réunionnais, bien sûr, et à tous les Français qui sont tombés lors de cette guerre de 14-18. On va d'abord entendre Gertrude Carpanin, qui elle, était à Douaumont l'année dernière et qui est partie donc d'abord installer une stèle pour les Réunionnais et donc déposer une gerbe. Et on entendra également le sous-préfet de Saint-Paul qui va parler de cette manifestation du 11 novembre. Je vous vois juste après. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent juste dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. C'est une grande émotion puisque c'est vrai que l'année dernière, ça fait 1 an exactement, donc nous étions à Douaumont pour rendre hommage à ces 1455 Réunionnais donc tombés pour la France. Et j'ai vraiment ce regret de ne pas y être, mais on va dire que le cœur y est. Et ça reste de toute façon, même ici à Saint-Paul, une date très importante dans l'histoire, puisque aujourd'hui, comme vous aviez pu constater, nous avions beaucoup de jeunes de la Saline-Léo, de Saint-Paul en général, pour nous accompagner dans cette commémoration. Et c'est vrai qu'il faut continuer à transmettre cette grande idée de liberté, puisque nos Réunionnais qui sont partis et qui sont tombés, qui sont morts pour la France, qui ne sont jamais revenus pour certains, il ne faut pas les oublier et il faut transmettre. Le plus bel hommage qu'on puisse faire à ces Réunionnais, c'est justement de ne pas les oublier et de continuer à commémorer chaque 11 novembre, que ce soit ici à Saint-Paul ou à Verdun. Bien sûr, à Verdun, nous y travaillerons pour pouvoir emmener des jeunes, des classes, chaque année, afin de continuer à commémorer, à rendre hommage à ces Réunionnais. Comment faire en sorte que les jeunes, sans passer par la guerre, soient conscients que le danger est permanent, que la guerre menace toujours et qu'il faut toujours être sur le fil, être toujours prêt à justement stopper l'avancée d'une volonté de faire la guerre. Je pense qu'il faut continuer. L'éducation nationale, bien sûr, est le premier à enseigner cela. Non pas faire l'apologie de la guerre, mais bien au contraire dire aux jeunes qu'il ne faut plus que ça se reproduise, qu'il ne faut plus que nous vivions dans un pays en guerre, même si autour de nous, on le sait bien, il y a toujours des fronts.
Mais si ces Réunionnais sont partis, jeunes qu'ils étaient, ont laissé leur quartier, pour la plupart sont arrivés donc sur le front pour la première fois. Donc il faut justement continuer à perpétuer leur mémoire en expliquant, en enseignant aux jeunes d'aujourd'hui que la guerre n'est pas ce qu'il faut pour nos pays, mais au contraire qu'il faut transmettre cette idée que eux ils ont souffert, eux sont partis, ont tout quitté pour cette idée noble qu'est la liberté. Il faut continuer à enseigner cette liberté. Aux simples citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Monsieur le maire, monsieur le président du comité des anciens combattants, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis ici présents, je salue également la présence des enfants qui sont nombreux en ce jour, présence également évidemment de leurs parents. Je vais donc vous faire la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés, l'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français, d'en être l'exemple, sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ces enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment des valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale,
Ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Je vous remercie. Bienvenue dans votre émission La Réunion Lila, La Réunion Lila, La Réunion Lila.